Nous recevons maintenant une personnalité centrale du gouvernement. Roselyne Bachelot est en première ligne face au Covid, à la 4e vague. Son effet sur la vie culturelle, l'effet du pass sanitaire, notamment au cinéma. L'été qui s'annonce compliqué. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir Darius Rochebin. Merci d'être avec nous en direct. C'est un plaisir. C'était ce matin le dernier Conseil des ministres, en principe, avant la trêve de l'été. Il peut toujours y avoir une urgence, effectivement, et nous avons eu une nouveauté, c'est-à-dire que le président était dans l'avion qui le ramenait de Polynésie, mais le Conseil des ministres s'est déroulé de la façon habituelle et de façon tout à fait fluide. Il y a quelques photos de ça, c'est assez étonnant. Pardon, on s'arrête un instant, mais là, d'abord, petite performance technique, et puis d'ambiance. Oui. Vous avez vécu tellement de Conseils des ministres. C'est la première fois que j'observe ce type de conseil des ministres, mais bravo la technologie, parce que c'était important que le président se rende dans cette terre de Polynésie, qui est gravement touchée d'ailleurs par l'épidémie covidaire, et l'accueil a été bon. C'est une terre de France. On va parler de tous les aspects extrêmement graves, le face au Covid, la nécessité de la vaccination. Petit mot avant ça, peut-être un peu anecdotique, mais pas seulement. Ces conseils des ministres, tout le monde rêverait d'y assister, comme ça, d'être la petite mouche qui voit. Est-ce que c'est différent sous Macron? Est-ce qu'on se passe des petits mots? Dans le passé, souvent, en fait, la discussion n'existait guère. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, c'est plus difficile de se passer des petits mots parce que on est loin. Le Conseil des ministres, voilà, il y a la distance de précaution entre les ministres. Alors, c'est un peu compliqué. De temps en temps, on voit des petits papiers volés, mais c'est, je dois dire, assez rare comparé à ce qui se passait auparavant. Et on laisse son portable dehors. On laisse le portable à l'extérieur. Là aussi, ça empêche un certain nombre de dérives regrettables. Le climat, évidemment, ne favorise pas beaucoup la blague. Est-ce que vous avez senti ces dernières heures, y compris dans ce Conseil, une forme de dramatisation de fait? On croyait être sorti, et puis la 4e vague est là. Je sens beaucoup de gravité. Dramatisation est sans doute un mot excessif, mais le ministre de la Santé, des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, rappelait les chiffres ce matin. Même s'il y a une certaine décélération dans l'augmentation, on est à une augmentation de 40% des cas détectés. C'est donc tout à fait considérable. 20 000 par jour en moyenne. Il ne s'agit pas de relâcher de la moindre façon la garde. C'est une épidémie avec un nouveau type de coronavirus, encore beaucoup plus contaminant, qui touche beaucoup plus les jeunes générations, on le voit, et qui impose d'être extrêmement précautionneux, de se vacciner. C'est la meilleure des protections. Mais ce qui a changé, et ce qui est positif dans cette affaire, c'est qu'il y a encore 6 mois, devant cette épidémie, on aurait sans doute fermé les lieux de culture ou fermé les lieux d'éducation, fermé les commerces. Et pour ce qui est des lieux de culture, c'est évidemment un crève-cœur. Là, avec la vaccination, le pass sanitaire, les mesures de précaution dont nous savons maintenant qu'elles sont efficaces, nous pouvons affronter une épidémie grave en gardant les lieux de culture ouverts. Parlons-en parce qu'effectivement, c'est vraiment le cœur de votre activité. Mercredi, les distributeurs disaient attention, c'est compliqué, le pass sanitaire, on est en train de perdre 70% de ce qu'on avait auparavant. D'abord, ce chiffre, est-ce que vous le confirmez? Alors non, je le confirme. Il était juste pour le premier jour, pour le mercredi 21, c'est-à-dire le premier jour d'instauration du pass sanitaire. On a des chiffres plus consolidés. On est sur une baisse de 40%, 41% exactement des chiffres, et avec une décélération tout le long de la semaine. C'était sans doute aussi lié au fait qu'on avait fait des comparaisons avec un jour férié pluvieux, et que là, c'était un jour ouvré, ensoleillé, mais il faut être lucide, c'est une baisse importante, très importante, qui impacte en ce moment une saison cinématographique qui avait très bien démarré. Appétit de culture énorme. Il y a un appétit de culture énorme. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il faut consolider ces chiffres, voir comment ils évoluent. Ce matin, nous avons eu avec les professionnels, à la fois les professionnels du cinéma, les professionnels du spectacle vivant, les arts visuels et les centres d'art, mais aussi le patrimoine, parce qu'on visite des châteaux, petits et grands, et toutes sortes d'éléments de notre patrimoine. On fait le bilan.
une clause de revoyure le 30 août pour voir comment s'est passée la saison. Et nous avons pris avec Bruno Le Maire des engagements très forts. Nous sommes le pays qui a le plus aidé le secteur culturel. Et nous allons continuer. Dans quelle mesure vous allez continuer? Un exemple? Alors, bon, nous allons continuer d'abord en maintenant les aides transversales, en établissant des aides secteur par secteur si c'est utile. Nous sommes en train de réfléchir sur les prêts garantis par l'État, peut-être pour étaler les remboursements, mais là, il faut prendre la tâche de la Commission européenne, parce qu'il faut être dans les clous à ce niveau-là. En culture, le principe, le quoi qu'il en coûte, continue. Exactement, exactement. Nous aiderons les secteurs culturels à traverser ce trou d'air, si je puis dire. Mais il faut savoir aussi que la vaccination gagne du terrain. Donc les gens un qui Français seront... sur 2 complètement vacciné, les 2 injections, ça c'est un succès. C'est un succès, et même beaucoup plus si on veut bien considérer que la population de plus de 12 ans, puisque les moins de 12 ans ne sont pas vaccinables. On est en fait à presque 57% de parcours vaccinal. Un parcours vaccinal complet. Je regardais les pluriels. Roselyne Bachelot, vous parliez de gravité. Vous êtes une personne, vous avez vraiment autorité pour parler de ça parce que ancienne ministre de la Santé. Et puis le Covid, vous l'avez vécu, le Covid long. On se rend compte à quel point ça compte actuellement. Est-ce qu'on peut dire que vous souffrez d'un Covid long? Vous en êtes un exemple parmi d'autres? Oui, je souffre comme beaucoup de Français, comme des centaines de milliers de Français, d'un Covid long. C'est-à-dire qu'on a eu tendance, dans un premier temps, à considérer que le Covid, c'était la loi du tout ou rien. Hélas, 110 000 Français en sont morts, mais ceux qui avaient été touchés, ma foi, ils étaient guéris. Or, en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Votre vie en est encore changée. Je préfère ne pas parler de moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est un exemple. De voir que des personnes ont été obligées de quitter leur emploi parce qu'ils ne peuvent plus l'assurer à cause d'un Covid long, parce qu'ils ont perdu le goût de l'odorat. Le goût, l'odorat, c'est une vie gâchée à ce niveau-là. Même dans la relation amoureuse, c'est terrible, un Covid long. On entendait Jean-Michel Blanquer qui dit « Cette gravité justifie les mesures exceptionnelles qui sont annoncées ce matin, notamment l'élève de secondaire non vacciné qui, en cas de cas contact, devra quitter la classe, être seulement en distance. Est-ce que pour vous, cette mesure est justifiée? Beaucoup de voix, notamment de parents, disent « Attention, c'est une forme d'exclusion ». Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, mais c'est une précaution momentanée. On l'a quand on est cas contact, on quitte la classe pendant un certain temps, que les cours sont donnés en distanciel, comme on dit. C'est un néologisme que je trouve d'ailleurs pas très joli. Donc ça dure quelques jours. C'est une mesure de précaution. On n'exclut pas l'enfant de l'école pendant toute son année scolaire. Quand Marine Le Pen dit exclusion, c'est le mot qu'elle prononce. Mais non, c'est une précaution pour éviter de faire flamber les contaminations. Il faut être logique, au contraire, on ne peut pas être à la fois contre la vaccination et puis, de l'autre côté, ne pas admettre des mesures de précaution. Si on veut, rassembler précisément les logiques, beaucoup disent, y compris dans la majorité présidentielle actuelle, sautons le pas. Plutôt que de dire faisons des pressions pour la vaccination, décrétons la vaccination obligatoire universelle. Est-ce que vous y êtes favorable? Je n'y suis pas favorable. Pourquoi? Je pense qu'on n'en est pas là dans la pandémie. Justement, il y a un débat que je trouve dans ce qui anime l'opinion publique, il y a un débat légitime et compréhensible. C'est finalement le débat sur les libertés individuelles et la prévention de la santé, aussi bien individuelle que collective. C'est un débat qui mérite d'être posé. Alors il y a d'un côté et ça a été débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le Parti socialiste, du moins un certain nombre de ses responsables, plaidaient pour la vaccination obligatoire. Et puis tout à l'heure, on aura Bruno Bonnell de l'AREM qui plaide aussi en ce sens. Voilà, et certains. Mais c'est un beau débat. Et puis de l'autre, certains qui disent au nom des libertés individuelles, il faut absolument ne rien imposer. Je pense que les mesures actuelles sont un juste équilibre dans l'état actuel de la pandémie entre les maximalistes de l'un et l'autre. Ne sont soumis à la vaccination obligatoire
que les personnels qui sont en contact avec les plus fragiles, et c'est tout à fait normal, mais c'est un débat qui se pose dans d'autres secteurs, c'est un débat qui se pose sur l'interdiction du tabac dans les lieux publics, qui se pose sur les limitations de vitesse sur les routes. Dans les démocraties apaisées, dans les démocraties modernes, c'est un beau débat que celui sur les libertés individuelles versus la sécurité des uns et des autres. Madame la ministre, les Français votent avec leur épaule et clairement, il y a une très grande majorité qui va vers la vaccination de bon cœur ou par raison, mais il y a les hésitants. Il y a des sceptiques, et puis si on resserre encore le cadre, il y a des antivax. Si on resserre encore un peu, il y a vraiment des antivax très remontés, une petite minorité très agissante, notamment contre le président de la République, qui a eu à Chambéry ces images où on s'attaque au portrait du président. Il y a une montée de haine, il faut dire les mots, dans une toute petite minorité sans doute, mais qui est existante. Quelle réaction ça appelle chez vous ? C'est une réaction de peine et de chagrin, parce que je crois qu'au-delà de l'excès, ça reflète une grande ignorance de ce qu'est une démocratie moderne. Les appels à l'étoile jaune, les comparaisons avec la Shoah font preuve d'un antisémitisme qui est profondément choquant, révoltant, indigne. Vous savez, il y a plusieurs catégories de population dans l'opinion publique. Il y a finalement, oui, ces complotistes, conspirationnistes, animés vraiment par des choses très difficiles à supporter. Il y a ce que j'ai dit, le débat sur les libertés individuelles, qui est un beau débat qu'il faut mener dans une démocratie. Il y a ceux qui s'inquiètent aussi pour leur secteur. Il y a des gens qui sont pour le pass sanitaire, disais, il y a tous les qui sont pour les vaccins, foi, et qui comprennent, mais qui se disent, moi, j'ai des salariés, j'ai des artistes qu'il faut travailler. Bon, alors, ceux-là, on les aide, on les accompagne. Puis, il y a un quatrième groupe qui est celui des politiciens qui essaient de se refaire la cerise sur les inquiétudes et les interrogations. Et ça, véritablement, on a une sorte de club. On voit monsieur Asselineau d'un parti microscopique. On voit monsieur Florian Philippot qui a fait 0,6% des voix aux élections européennes. On voit monsieur Mélenchon qui est en perte de vitesse dans les études d'opinion. Il y a une espèce de club de losers là qui essaie de se refaire la cerise sur les inquiétudes des gens plutôt que de les accompagner accompagner ceux qui risquent de perdre leur emploi, qui ne savent pas comment mener à bien leur entreprise dans des circonstances difficiles, et puis de protéger la santé des Français et d'expliquer pourquoi la vaccination, le pass sanitaire, c'est un moyen de ne pas fermer les lieux économiques, de ne pas fermer les lieux de culture, ne pas fermer les lieux de convivialité. On ne va pas faire Noël là-dessus, mais si on va effectivement juste aux extrêmes des extrémistes, aujourd'hui, révélation de France Bleu Provence sur le fait que le président de la République va déposer plainte contre l'auteur d'un montage qui le comparait à Adolf Hitler. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, de réagir ? C'est toujours la question qui nous est posée, à nous les politiques. On se fait insulter, on se fait cracher à la gueule d'une façon indigne, parce que quand même, être comparé à Hitler, l'homme qui a emmené des dizaines de millions de gens à la mort, 6 millions de juifs dans les chambres à gaz, comment ose-t-on faire de pareilles comparaisons ? Alors il faut, pardon la trivialité de l'expression, il faut la fermer et encaisser. Je ne sais pas ce que fera le président de la République, mais s'il porte plainte, combien c'est justifié ? Ça veut dire que modérer ne veut pas dire mou. Il faut aller jusqu'au bout d'une forme de réaction. Oui, je pense que c'est utile. Parce que vous savez, il y a, à cause des réseaux sociaux, de la multiplication des canaux de l'injure et de l'impunité extraordinaire qui sévit, tout d'un coup, il y a des frontières qui tombent. Et je sais que c'est difficile de porter plainte, mais je crois qu'il le faut. Il y a une bataille des idées aujourd'hui en France. On sort de ces cas extrêmes. Il y a une bataille des idées, évidemment, qui va s'accélérer avec la course à la présidence. Vous êtes une observatrice, alors, en politique, en vie intellectuelle, qui a beaucoup
de branches dans ce domaine-là. La droite, la montée d'une certaine droite, Éric Zemmour en est un exemple. Beaucoup disent la France est devenue à droite, elle s'est droitisée. Est-ce que vous le ressentez ? Oui, enfin, il y a évidemment une perte énorme du côté des partis de la gauche traditionnelle. Le Parti socialiste, on voit également la France insoumise. Je crois que plutôt qu'une droitisation, il y a un phénomène que j'appellerais de désaffiliation globale de la société et de perte des repères idéologiques. C'est-à-dire qu'on va voir un électeur du Front Rassemblement National venir sur des thèses de la France insoumise, de thèses trotskistes, et puis les gens bougent. Et ce phénomène de désaffiliation qui se reflète dans l'abandon de certaines appartenances politiques, appartenances religieuses, appartenances sociales, syndicales, sociétales, c'est peut-être ce qui explique l'échec des sondeurs lors des dernières élections. Enfin, quand même, si on regarde la tendance à long terme, c'est pas tellement à gauche que va. Il y a une forme de mouvement intellectuel de droite fort, réactionnaire même dans certains cas. Oui, je préfère d'ailleurs ce terme d'ultra-conservatisme, peut-être de réactionnaire, c'est-à-dire il y a des gens qui craignent, qui ont peur, qui sont dans l'anxiété de voir un monde qui bouge et que parfois on ne comprend pas, qui bouge dans cette pandémie qui nous frappe, qui bouge devant les phénomènes de mondialisation, qui bouge devant le rééquilibrage du monde, qui bouge devant ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump, et qui se disent mais on n'a plus de repères. Donc réfugions-nous dans le passé, réfugions-nous dans ce qui marchait, ce qui semblait être un monde oublié, un monde de bonheur. Qui n'était pas vraiment un monde de bonheur. Est-ce que Emmanuel Macron saura aussi capter cette droite ? Il a su. Pardon, mais il y a la part de la sincérité, il y a la part aussi de l'habileté. Il a su très bien siphonner à gauche, siphonner à droite. Moi, je pense que Emmanuel Macron est un point d'équilibre dans la société française. C'est-à-dire il est un point d'équilibre entre le centre droit et le centre gauche. Je ne sais pas si on siphonne pas. C'est les électeurs qui décident, comme si on se disait je vais siphonner. Je trouve que le terme, pardon, charmer, Darius Rogemin, il est un peu vulgaire. Mais est-ce non, qu'il n'est pas réaliste Emmanuel Macron est un point d'équilibre qui peut réconcilier un bloc central de la vie politique française et trouver dans les deux sensibilités qui ont jusque-là structuré la vie politique française ce qu'il y a de mieux. C'est votre famille d'origine, la droite ? Vous la voyez là, divisée ? J'ai du mal à la reconnaître et à me reconnaître, mais je crois... Est-ce que vous êtes si loin d'une Valérie Pécresse, par exemple, aujourd'hui ? Je suis loin de personne. La question n'est pas de décerner des prix d'amitié. Moi, je suis la ministre de la Culture d'Emmanuel Macron. Je le vois agir dans des circonstances extrêmement difficiles et compliquées. Je lui suis fidèle et je l'admire. Une année au ministère de la Culture, une année. Alors vous avez eu toutes sortes d'expériences avant, vous n'êtes vraiment pas tombé de la dernière pluie. Jean Castex vous appelle la lionne, pas du tout. Alors, on n'est pas la broche, là, une lionne d'habitude. Non, j'ai pas mis la broche, je suis désolé, mais voilà. Ça n'allait pas avec les boutons dorés de ma veste. Mais non, on n'est pas venu là pour parler chiffon, rassurez-moi. Mais la lionne, ça veut tout dire. Votre cravate est très bien aussi. Très gentil. La lionne, vous auriez dû mettre une pince à cravate. Ça veut tout dire. Ça veut dire évidemment le charme, ça veut dire aussi, vous savez, griffer et mordre quand il le faut. Oui, ça va, oui, la défense, oui. Oui. C'était dur cette année ? Oui, c'était dur, mais finalement, je me dis que j'avais pas envie d'être une spectatrice. Il y a une phrase qui m'avait amusée dans un documentaire d'Yves Geland. On voit François Hollande dire à Fleur Pellerin, qui venait d'être nommée ministre de la Culture, tu sais, ministre de la Culture, c'est pas dur. Tu sors tous les soirs et tu leur dis que c'est bien. Moi, c'est pas ça que j'avais envie de faire. J'avais envie d'être aux côtés de la culture et des artistes et des techniciens de la culture pour leur permettre de surmonter ça. Mais il faut pas croire que je n'ai fait que ça.
j'ai aussi mené ce ministère de la Culture à travers des actions fortes, avec un budget du patrimoine inégalé, on l'a dit au début, en anticipant sur les avancées du numérique, sur ces parts de marché qui sont gagnées par le numérique, en faisant en sorte de mettre un arsenal législatif qui va faire contribuer les grandes plateformes au financement de la création française, en faisant de la démocratisation de la culture à travers le pass culture pour les jeunes. On va mener un été culturel au plus près des Français. 1 million de gens vont avoir accès à de la culture dans des secteurs les plus éloignés de l'offre culturelle. Tout ça, on l'a mené pendant cette année. Et une carrière de femme. Dans ce gouvernement, il y a quelques têtes d'affiche, c'est vous, c'est Monsieur Dupond-Moretti, Bruno Le Maire. Ah bah c'est ce que vous appelez une tête de femme, Éric Dupond-Moretti? Non, les têtes d'affiche en général. Et il n'y a pas tant de femmes que ça. Pardon, j'avais pas tout à fait compris. Il n'y a pas tant de femmes que ça. Il y en a beaucoup dans le gouvernement, mais enfin qui sont vraiment des têtes d'affiche citées par les Françaises et les Français. 1 an de la mort de Gisèle Halimi, aujourd'hui. Oui. C'était vraiment un symbole de ça, de ce combat-là. Il y a une phrase de Gisèle qui guide ma vie. Gisèle a dit un jour « On ne mendie pas un juste droit, on se bat pour lui ». Et dans les phrases qui comptent dans ma vie, cette phrase de Gisèle Halimi, elle est en exergue. On ne mendie pas, il faut prendre. Non, on se bat pour lui. Oui, on prend. Vous connaissez le mot superbe de sa réponse à De Gaulle, qui essaye de la coincer en lui disant « Mais faut-il vous appeler madame ou mademoiselle ?» Vous savez ce qu'elle a répondu? Non. Appelez-moi simplement maître. Et il était furieux, évidemment. Mais si elle avait été vraiment féministe, elle aurait dit maîtresse. Oui. Quelques années ont passé encore entre deux. Roselyne Bachelot, l'été qui va commencer, très très relatif, été culturel des Français. Il y a un besoin de culture, on le disait. Si on termine sur une note légère, pour vous, ce sera quoi là, le spectacle, le film que vous avez envie de voir? Qu'est-ce que c'est? Alors, puisqu'il faut de la distraction... Ouais. Le 4 août va sortir le film OSS. OSS 117. Alors après les 2 Hazanavicius, c'est Nicolas Bedos qui s'y est collé. Alors pour tout vous dire, je l'ai vu au Festival de Cannes, mais il faut aller le revoir parce que vraiment, si vous voulez un moment de détente et à double sens, avec plein d'allusions absolument drôlissimes, allez voir la 3e version de OSS 117. Merci pour le bon conseil, Roselyne Bachelot. Les vacances, quand on est ministre, quand il y a la Covid à ce stade-là, c'est tout relatif. Vous partez quand même un peu? Je pars, je serai parti le 3. Ouais, oui. Et je reviens le 17. Vous voyez, c'est pas très long. Merci beaucoup. Bon été culturel notamment. Merci beaucoup.